Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les conditions de quorum sont remplies, il est l'heure. Donc je vais faire procéder à l'appel des conseillers. Mais en préambule, je vous propose de rendre hommage à M. Dominique Bernard, professeur de français au collège Gambetta d'Arras, victime d'un acte terroriste odieux vendredi dernier dans son établissement. C'est aussi une pensée à adresser aux familles des victimes et tout notre soutien aux équipes éducatives dans ces moments très difficiles. Chers collègues, je vous invite à vous mettre debout pour Je vous remercie. Monsieur le maire, je voudrais juste rappeler que le conseil de Cornouaillès filmait en plan large le conseil municipal comme ensemble. En plan large. Bien, monsieur Sanson. Monsieur. Non. Oui, monsieur le maire, je vous avais demandé la parole avant que vous lanciez la minute de silence et nous souhaitions lire un communiqué. Et donc, si vous m'y autorisez, je vais procéder à la lecture de ce communiqué pour expliquer pourquoi nous nous sommes associés à cette minute de silence telle que vous l'avez un peu rapidement enclenchée à mon niveau. Vous écoutez. Même ça, c'est polémique. Même ça, c'est polémique. Non, monsieur, polémique. Non, non. Très bien. Non, non, on vous écoute. Je débat. Il n'y aura pas de polémique, monsieur. J'avais levé la main et vous n'en avez pas tenu compte alors que vous m'avez vu avoir levé la main. Voilà. Bien. Monsieur Sanson, s'il vous plaît. Monsieur Claude Jaouet. Présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Audréan. Présente. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Ghislaine Barzin. Présente. Madame Marie-Édith Massé. Présente. Monsieur Jean-Michel Pénard. Absent, excusez, à donner pouvoir à monsieur Alain Maury. Madame Françoise Leray. Présente. Monsieur Mathieu Gentès. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Présente. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Présente. Monsieur Michel Loré. Présent. Madame Béatrice Vallet. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Serge Abraham. Qui n'est pas là. Monsieur Éric Joux. Absent, excusez. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Molez. Présent. Madame Sophie Gaillard. Absente, excusez, et à donner pouvoir à monsieur Laurent Molez. Madame Magali Bertin. Absente, excusez. Madame Séverine Gauguin. Présente. Madame Élise Carpier. Présente. Madame Lisa Canet. Absente, excusez, à donner pouvoir à monsieur Gentès. Madame Isabelle Lemarchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Je suis là. Monsieur Yves Pérez. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Sur table, vous avez trouvé un complément concernant le conseil municipal, la note de synthèse du conseil
un correctif PV dans la note concernant la date du 27 septembre. Et, la mention qui est faite, une mention faite de la présence d'une erreur dans la rédaction de la note de synthèse sur le point 8 concernant la redevance pour l'occupation provisoire des biens publics des communes par les chantiers de travaux sur les ouvrages de réseau public de distribution de gaz et redevance pour l'occupation des biens publics par des ouvrages de distribution de gaz naturel. Dans celle-ci, sont annotées les années de référence 2021 et 2022 en lieu et place des années 2022 et 2023. Cette erreur a été rectifiée dans la délibération. Je souhaite faire appel à une volontaire ou un volontaire pour les fonctions de secrétariat de séance. Un bureau, pas d'opposition. Madame Françoise-Lorraine. Madame Lorraine. Bravo. Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais je n'ai pas compris ce que vous veniez de faire. Je venais de partager l'information à l'ensemble des membres du conseil municipal expliquant que le correctif concernant le PV, mentionnant la date de la correction. J'ai bien compris ça, monsieur le maire, sauf que vous n'avez pas lancé les corrections du PV, puisque vous n'aviez pas encore désigné le secrétaire de séance. Donc maintenant que le secrétaire de séance est désigné, Donc vous devez mettre à l'ordre du jour du conseil les corrections à apporter au procès verbal. Oui, tout à fait. Mais je mentionne également que un mail vous a été adressé mentionnant les corrections concernant le point 8 du conseil municipal précédent et qu'une correction était à faire sur les années de référence notées 2022 et 2023 en lieu et place de 2021 et 2022. Mais en complément, sur le PV de la séance précédente, y a-t-il des remarques? Oui, monsieur le maire. Oui. Alors moi, contrairement à vous, quand je fais une erreur, je dis que j'ai fait une erreur. Donc à la fin du procès verbal, j'ai dit la chose suivante. Ce sont 23 familles qui ont pu bénéficier l'an passé du service autopartage. Alors ces 23 abonnés, pardonnez-moi, c'est bien un chiffre, mais c'est celui du Vieux-Couesnon, et uniquement pour le véhicule du Vieux-Couesnon. Concernant l'autopartage, il convient de dire... C'est le véhicule Vie-sur-Couesnon, pardon, Vieux-Vie-sur-Couesnon. Le véhicule, le nombre de véhicules et le nombre de réservations. Il y a un total sur l'intercommunalité de 64 usagers. Ces 64 usagers, monsieur le maire, ont procédé à 710 réservations sur l'année. Sur ces 710 réservations, 434 réservations concernent 6 personnes. 6 personnes. Et 211 réservations, c'est-à-dire chaque jour travaillé de l'année, concernent une personne. Ça veut dire que ce système d'autopartage n'est pas du tout partagé, puisque plus de 50% des réservations est pris par 7 usagers, dont un à lui seul qui a à sa disposition, à l'année, un véhicule à plein temps payé par la communauté de communes. Voilà ce que je voulais préciser. Et donc l'erreur que j'ai commise, c'est pas 23 familles, c'est 64 usagers. Sur la notion, Madame Valette nous rappellerait la population. Je crois que vous m'avez dit la dernière fois, 38 000 habitants sur le Val-d'Ille-Aubinet. Je pense que votre chiffre, pour le coup, est le bon. Donc je souhaiterais, monsieur le maire, que ces corrections soient apportées au procès verbal. Elles seront apportées. Je vous en remercie infiniment. Concernant la page 11 sur 43, il a été repris au procès verbal et il est possible que ma langue est fourchée. J'ai dit à la 3e ligne, il ne s'en objecte pas, il faut évidemment lire, il ne s'en offusque pas. Je parlais des interruptions de parole et des paroles coupées par Madame Marzin, qui systématiquement le fait avec grand plaisir. Voilà, monsieur le maire, pas d'autres remarques sur le procès verbal, je vous remercie. Merci. Dites votre remarque, Madame Marzin. Est-ce qu'il est possible de noter au procès verbal? Mais c'est au procès verbal, madame, puisque je viens de le dire. S'il vous plaît, laissez Madame Marzin parler. C'est comme ça, procès verbal? Laissez Madame Marzin parler. Et c'est moi qui vous coupe la parole? Oui, en l'occurrence, de temps en temps. Mais là, c'est bon. De temps en temps. Ah, c'est vous régulièrement. Madame Marzin a la parole. Je voulais juste demander s'il était possible d'éviter de rajouter tous les commentaires par rapport au procès verbal où on intervient sur le contenu et que les commentaires ne sont pas nécessaires. Tout à fait.
Et M. Prévost a demandé une correction sur les chiffres. Pas d'autres remarques? Bien, donc avec l'intégration de ces remarques, je considère que ce soir nous validons le procès verbal de la séance précédente. Premier point du jour. La présentation du rapport d'activité 2022 du Tom Valtrenaise. Monsieur Dumas. Comme chaque année, j'ai présenté ce rapport annuel. Voilà, j'en ai extrait des pages à présenter. Vous avez eu le rapport dans son intégralité dans les pièces du conseil municipal et bien évidemment, s'il y a des questions qui portent sur des diapositives que j'ai pas retenues, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai de répondre, si ce n'est immédiatement, si je connais la réponse, ou plus tard si je n'ai pas la réponse. Donc on peut passer à la deuxième diapositive. Un rappel sur le territoire. Donc c'est 52 communes, 5 communautés de communes, donc 3 pratiquement entières et 2 petits morceaux d'autres communautés de communes et 96 000 habitants. On approche bientôt des 100 000 habitants et une évolution en constante hausse avec 1,3% d'augmentation entre 2022 et 2021. Sur la même diapositive sont représentés donc les différents acteurs. Donc le SMICTOM organise la collecte des ordures ménagères, la collecte des déchets recyclables, soit en porte-à-porte, soit en point propreté, la collecte du verre, du journaux, du papier, et gère également le parc de déchetterie. Sur la diapositive, vous voyez que le SMICTOM a délégué au SNPRB en 2022 l'incinération des déchets. Le SNPRB a une compétence maintenant qui est sur l'intégralité du traitement, donc en 2023. Donc on termine les contrats avec les prestataires précédents et prochainement, 2023-2024, l'intégralité du traitement sera au SMPRB dans sa délégation. On peut passer à la suivante si vous voulez bien. Donc, deux diapositives sur les évolutions des quantités d'ordures ménagères collectées. On est sur les ordures ménagères résiduelles, les sacs noirs en baisse significative depuis 2020. On atteint 133 kg par habitant en 2022, qui est pratiquement la moitié de la dotation française. Bon, alors c'était des chiffres de 2016, mais ça ne varie pas de façon si importante dans la moyenne. Et donc on a une évolution de quantité d'ordures ménagères qui est favorable. Les ordures ménagères résiduelles, c'est celles qu'on doit incinérer et donc on ne recycle pas directement en matière. Et puis à côté de ça, on a nos sacs jaunes, nos bacs jaunes, collectés tous les 15 jours, et donc ça représente 50 kg par habitant. Et là, par contre, on constate une augmentation, donc un meilleur tri des habitants, meilleur tri qui est probablement lié en partie au fait que dans toute une partie du SMICTOM, le tri a été mis en place plus récemment, et donc sur la partie l'extension des consignes de tri, pas le tri. Le tri existait déjà, mais on est dans un SMICTOM où on a des consignes étendues par rapport à l'ensemble de la France. Et donc cette extension des consignes de tri ne concernait au départ que la partie SMICTOM des forêts. Et donc là, ça a été étendu. Donc ce qui fait qu'effectivement, nos résultats en matière de recyclable augmentent et améliorent donc les performances de notre tri. On peut passer à la suivante. Donc là, sur la diapositive, on voit ce qu'on collecte en apport volontaire. Donc en gros, pour chaque habitant, 45 kg de verre dans les bennes de verre qui sont recyclés pour refaire du verre. Le papier dans nos colonnes papier et depuis peu dans les colonnes journaux, mais là je suis sur 2022, donc les colonnes journaux n'existaient pas. 8 kg de papier par habitant, donc ils sont également recyclés de façon spécifique. Et les journaux étaient collectés en benne en 2022. On a à peu près pratiquement
petit peu moins d'1 kilo de journaux par habitant, ce qui est pas mal, sachant qu'on a des conditions de reprise qui sont bonnes sur ce papier journal qui sert à faire de l'isolant pour les maisons et pour le bâtiment. La collecte en déchetterie, je dirais que c'est le poste le plus important en matière de collecte de déchets du SMICTOP, puisque vous voyez que 300 kg par habitant, c'est plus que l'intégralité des autres collectes, des salles B, des salles jaunes et des collectes en accord volontaire. Donc, dans ces déchets de déchetterie, pratiquement 100 kg de déchets verts, toutes les pelouses, toutes les tontes, tous les branchages, etc. C'est important. Et ce qui fait qu'effectivement, sur les collectes en déchetterie, on est plutôt élevé par rapport à des populations où il y a peut-être moins de jardins et moins de déchets verts. Ceci dit, on incite les gens à garder les déchets verts chez eux. C'est possible de garder ses pelouses chez soi, de broyer ses branches et de s'en servir pour faire du paillage, et de limiter ainsi les quantités de déchets verts collectés. Voilà, donc 28 000 tonnes de déchets dans les déchetteries en 2022, et je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Le plan local de prévention des déchets ménagers assimilés, c'est pour le coup c'est la prévention, c'est le domaine dont j'assure la vice-présidence, et donc, qui me tient à cœur, réduire les quantités de déchets. Donc, le SMICTOP a approuvé en 2022 le programme local de prévention des déchets ménagers assimilés qui fixe des objectifs très ambitieux en matière de réduction des déchets. Réduire de 50% l'enfouissement. Alors l'enfouissement, c'est les gravats, des choses comme ça, qu'on peut éventuellement recycler. Réduire de 20% les déchets verts. Faire en sorte que les gens gardent leurs déchets verts chez eux et les réemploient en circuit court dans leur jardin. Passer à 65% de valorisation matière, donc mieux réutiliser la matière et moins brûler les déchets pour les réduire. Réduire de 30%, ça c'est un objectif qui est important, les ordures ménagères résiduelles, c'est celle-ci qui nous coûte cher en traitement. Et diminuer de 15% la part des biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, puisqu'effectivement, pour réduire nos ordures ménagères résiduelles, il faut qu'on fasse autre chose des déchets, et le compostage, les solutions de compostage sont une excellente façon de réduire le poids de sa poubelle et de faire en sorte de recycler et de réutiliser ces déchets. Donc pour ça, il y a un certain nombre d'opérations associées à ce plan local. Il y en a quelques-unes qui sont citées ici. C'est l'activité du service ne se borne pas à celle-ci, mais je vais les donner en exemple. Donc, la vente de composteurs à tarif réduit pour tous les habitants du territoire, et donc qui incite à composter chez soi, à garder ses déchets. Du compostage, mais également du lombricompostage. Donc là, c'est plus anecdotique comme nom, mais ça se développe depuis peu de temps. Donc effectivement, c'est pour des petites habitations, des gens qui n'ont pas forcément un grand jardin, une façon de pouvoir recycler ces déchets organiques. Et donc des aires de compostage collectif, puisque le compostage ne s'adresse pas forcément uniquement aux gens qui habitent dans des maisons individuelles, mais également ça peut intéresser les gens qui ont des habitats collectifs. Donc on pousse beaucoup à mettre en place des aires de compostage collectif. Pratiquement tous les collectifs que me laissent sont équipés d'aires de compostage collectif. Une expérimentation qui a démarré l'hiver dernier, la collecte des coquilles d'huîtres et de coquillages en déchetterie. Ça permet de faire des amendements calcaires pour des agriculteurs à bon compte, je veux dire. Et nous, ça diminue le poids relativement aux 28 000 tonnes que j'évoquais tout à l'heure est encore faible, mais c'est des petites niches et c'est par des travaux sur des petites niches qu'on peut diminuer progressivement le poids de déchets et de les valoriser par la même façon. La collecte des papiers et journaux, j'en ai parlé, c'est peut-être plus courant, mais je vais quand même citer la mise en place des colonnes spécifiques aux journaux qui maintenant remplacent la tournée
les containers qui étaient mis en place auparavant, et puis avec des résultats qui sont plutôt bons. Et puis parler de la collecte des papiers bureautiques, puisque ces papiers bureautiques ici ont une valeur plus importante que les papiers tout venant, on va dire, et peuvent être recyclés à meilleur prix. Donc on les collecte spécifiquement dans les administrations, dans les entreprises qui en font la demande sur le territoire, et ça nous permet à la fois d'assurer un service pour les administrés, et aussi de valoriser au mieux le papier bureautique que je vois. Et enfin, le dernier point, qui est en fait un concept récent, ça fait 2 ans qu'on valide ces vides-déchetteries. Le vide-déchetterie, alors ça se passe dans les déchetteries qui sont dotées d'un espace de réemploi, celles qui ont été rénovées, c'est-à-dire conteneurs, Combourg et Liffré à ce jour. Et donc, à une fréquence régulière, la déchetterie est prêtée à une association qui dispose du local de réemploi et qui permet et qui peut revendre. Alors, c'est un prix libre en général, les objets qui s'y trouvent, et pouvoir les remettre en circulation. Et donc, dans ces locaux de réemploi, il y a des choses qui intéressent beaucoup de monde. Et donc, là, sur l'année 2022, c'est 7 tonnes d'objets, 7 tonnes et demie d'objets qui sont repartis dans la seconde vie chez d'autres personnes, et des recettes, puisqu'en fait, pour les associations qui organisent, ça fait des recettes, puisque l'intégralité du montant des ventes est redonné aux associations. En gros, on est à peu près à 1 € le kilo recyclé pour l'association. Et donc, les associations de Melesse peuvent se proposer pour organiser les vides-déchetteries dans les déchetteries rénovées qui le pratiquent. Voilà pour le PDMA. À la suite, donc, le bilan matière, 51 000 tonnes de déchets, et qui sont recyclés en valorisation matière, 1/3 est réutilisé pour la matière. 29% valorisation énergétique, c'est ce qui est brûlé et qui sert quand même après à faire ce qui est brûlé sert à faire de l'énergie qui permet de faire de l'électricité, et donc le SMPRB revend son électricité. Donc il y a tout, même si c'est une valorisation d'énergie coûteuse, malgré tout, elle apporte des choses, et il y a une bonne partie qui est récupérée. 18% d'amendements organiques, c'est tout ce qui est déchets verts qui partent dans un centre de compostage qui sont compostés. En valorisation énergétique, je n'ai pas. Il y a une partie aussi de nos tombes de pelouse qui partent dans des méthanisations. Donc des méthanisations également qui peuvent être considérées comme de la valorisation énergétique. Du stockage, donc inerte ou enfouissement, à hauteur de 18%. Donc là, je dirais que c'est un des points qu'il nous faut améliorer dans le cadre de notre plan local de prévention. Et puis les limitations spécifiques concernent les déchets dangereux, les peintures, toute une catégorie de déchets qui doivent avoir des filières spécifiques. Donc là j'ai retracé globalement le fonctionnement et les chiffres principaux que je voulais faire ressortir de ce document. Du point de vue du compte administratif, en fonctionnement, on tourne autour de 10,8 millions, 10,6 millions, donc avec un peu plus de dépenses que de recettes sur 2022, liées en grande partie à l'augmentation des coûts énergétiques, puisque nos camions fonctionnent avec, pour la plupart, de toute façon c'est des énergies fossiles, puisqu'on a des camions biogènes, donc c'est pas vraiment d'énergie fossile, mais on a 2 camions sur le parc qui fonctionnent et qui ont été mis en place en 2022, qui fonctionnent au biogène. Donc la situation n'est pas catastrophique, mais on a un petit déficit sur l'année de fonctionnement. En matière de capacité d'autofinancement, effectivement, dans nos dépenses, on a
toutes les dépenses d'ordre qui ne sont pas prises en compte de la capacité d'autofinancement. Donc on a une capacité d'autofinancement brut qui ressort à 700 000 €. Et puis en ce qui concerne la dette, le SMICTOM avait contracté un emprunt de 8 millions d'euros pour un grand nombre de projets d'investissement en 2020. Et donc on continue de rembourser ce prêt, d'utiliser le montant pour nos investissements. Le chiffre du coût net par habitant des prestations du SMICTOM, 73,60 € en 2022. Et puis, donc après, il y a des tarifs évidemment qui ont évolué à la hausse pour les raisons que j'indiquais. On présumait déjà l'année précédente les augmentations de coûts de revient pour le SMICTOM du traitement des déchets. Donc les tarifs sont ceux que vous avez, que vous payez chez vous, avec des tarifs pour les ménagers, les tarifs non ménagers. Les non ménagers représentent une recette de 840 000 € donc sur les 10 millions tout à l'heure. Ça fait quand même une part qui n'est pas négligeable de nos recettes. Au bilan, donc 2022, donc le début de la construction du pôle technique à Saint-Aubin-d'Aubigne qui vient d'être inauguré. Et donc, où je vais avoir la prochaine réunion de bureau lundi. L'expérimentation de la collecte de coquilles que je vous engage à suivre puisqu'elle va redémarrer au mois de novembre cette année. Des perspectives, donc des études toujours pour optimiser le fonctionnement du SMICTOM et limiter la longueur des fournées, donc optimiser les circuits des camions de collecte. La modernisation de la déchetterie de la Boissière qui a démarré. Un programme de déploiement de points d'apport volontaire dans toutes les communes du territoire seront dotées de points d'apport volontaire, ce qui, à mon sens, permettra d'envisager à court ou moyen terme la modification des fréquences de collecte. C'est à l'étude à l'heure actuelle pour passer une fois sur deux, une semaine sur deux, mais pour l'instant c'est toujours pas le cas, mais on peut penser que ça devrait se débloquer bientôt. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, les 2 bennes d'ordures ménagères en bio-GMO. Une application mobile pour savoir si on est le bon jour pour poser ces conteneurs à l'extérieur et avoir les indications du SMICTOM, notamment sur le compostage et sur les bons gestes de tri. Une étude de faisabilité, donc j'en ai parlé pour passer à 0,5, et une réflexion pour harmoniser la tarification des non-ménagers qui n'est pas encore exactement la même dans les 2 anciens territoires des forêts et d'Île-Hérence. Et je crois que j'ai fait le tour de ma présentation, donc si vous avez des questions, je suis disponible pour les répondre. Si, question. Oui. Oui, merci Monsieur Lenoir. Juste une question sur la collecte du compost, parce qu'effectivement, je sais que dans certaines communes qui sont comme l'Est, il y a les particuliers, effectivement, il y a une collecte du compost. Il faut savoir si c'est quelque chose qui est étudié ou pas, au même titre que la collecte. Vous évoquez la collecte des matières organiques chez les particuliers. Alors, ça a démarré sur le territoire. Je n'en ai pas parlé parce que c'est le bilan 2022 et ça a démarré en 2023. D'accord, mais ça l'étude. Ça a démarré avec notamment la collecte de toutes les déchets de restaurants scolaires qui en font la demande. Donc on commence avec ça et le dispositif pourra s'étendre par la suite quand on aura vu comment ça fonctionne aux professionnels et ensuite pourquoi pas sur des modalités qui restent à définir, soit plutôt des points d'apport volontaires que des collectes séparées parce que ça coûte extrêmement cher de repasser dans les maisons. Mais bon, l'étude elle n'est pas faite, mais
si c'est possible que le dispositif qui vient d'être mis en place, d'ailleurs vous avez voté la semaine dernière la convention avec le Smithton pour venir chercher les déchets organiques à restaurant scolaire. Et donc, à terme, ça pourra s'étendre aux particuliers, mais sur des territoires comme le nôtre, où le compostage, on est quand même beaucoup, soit dans des logements individuels avec des jardins, soit dans des résidences avec des espaces verts autour, où on peut avoir des points d'apport collectifs. On incite plus les particuliers à l'heure actuelle à conserver les déchets organiques. De conserver les déchets Organiques au plus près, c'est-à-dire les mettre dans leur composteur. Oui, mais justement, c'est là où effectivement certains ne le font pas parce qu'ils disent que ça attire des bêtes, ça attire des. Et donc ils ne veulent pas le faire aussi à titre individuel. C'est pour ça, effectivement, la notion à la rigueur de mise en place de composteurs collectifs, c'est une bonne alternative à cette réticence. Voilà, c'est effectivement, on a mis en place plusieurs. Dans le dernier, ça doit être au jardin de feuilles, un site qui a été installé. Merci. D'autres questions? C'est plus une remarque pour la commune que pour le Val-de-Grèce, mais les horaires de lever ont été modifiés là sur Melesse. Oui. On voit encore des poubelles qui sont sorties de façon erratique. Bon, même si on a communiqué là-dessus, qu'il y a eu le document qui a été mis dans les boîtes aux lettres, je pense qu'il faut qu'on continue à communiquer côté commune. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu que les horaires avaient changé. Les jours avaient changé. Tout à fait, c'était aujourd'hui, c'est pas fait. Voilà, c'était aujourd'hui et pas lundi. Bon, je pense qu'au bout de quelques semaines, ça devrait normalement rentrer dans le... Faut peut-être qu'on le remette sur le site web, sur la Facebook, etc. Et sur le panneau lumineux. Ouais, le panneau lumineux. D'autres questions? Bien. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas de vote, si ce n'est de prendre acte que ce rapport d'activité 2022 du SMICTOM a été présenté au conseil municipal de ce soir. Ensuite, on porte sur la présentation du rapport d'activité 2022 de la collectivité eau du bassin rennais. Madame Massé. La collectivité eau du bassin rennais est composée de 6 structures intercommunales, 75 communes, 46 élus, 548 000 habitants et 240 600 abonnés sur le territoire que vous voyez sur la carte affichée. Les missions de la collectivité eau du bassin rennais, vous les connaissez, c'est la protection de la ressource, c'est la production d'eau potable et enfin la distribution de l'eau potable. Pour faire marcher tout ça, l'organigramme s'organise autour de 5 pôles métiers qui sont la protection de la ressource, la production et la distribution, comme je viens de vous dire. Et il y a donc aussi un pôle finance, achat, logistique et informatique et un pôle qui s'occupe essentiellement du DSP, de la tarification et des relations usagers. Si on s'occupe de la protection de la ressource, la protection de la ressource, elle est faite par des actions réglementaires, donc qui sont les suivis des périmètres de captage, le révision du périmètre de captage aujourd'hui de chez Escanu, qui est un périmètre de captage ancestral et qui du coup en lien avec la préfecture est mis en révision, et il y a un travail qui est fait avec tous les agriculteurs locaux qui sont touchés dans la façon dont ils travaillent la terre. Et voilà. Et une des actions prioritaires, c'est aussi d'être propriétaire de la totalité, d'être des périmètres rapprochés de captage afin de pouvoir y faire des baux à clause environnementale. Ça, c'est les actions réglementaires. Il y a aussi des actions volontaires et qui concernent là pour le coup toutes les autres terres qui sont dans les bassins versants et pas sur les aires de captage. Et du coup, avec les contrats de bassins versants, avec valorisation du bocage, le développement de l'action de terre de source, et là encore une politique foncière d'échange parcellaire pour travailler, pour pouvoir permettre aux agriculteurs de travailler de façon plus extensive.
Sur les 17 captages dotés de périmètres de protection, on a relevé 39 infractions en 2022, contre 68 en 2019 et 54 en 2020, 47 en 2021. Donc du coup, on voit que ces infractions, elles sont en baisse. Elles sont souvent, on va dire, minimes. Il s'agit souvent de pâturage trop long dans un endroit ou alors trop grand nombre d'animaux. Mais quand on parle d'infractions, ce n'est pas des infractions pollution. Pour l'instant, en tous les cas, il n'y en a pas eu de dénombrés. Aujourd'hui, c'est 884 hectares de terrain en propriété qui sont soit confiés à des exploitants agricoles, comme je disais tout à l'heure, sur des baux ruraux à cause environnementale. Et il y a aussi 450 hectares qui sont entretenus par un chantier d'insertion. Et dont 237 hectares qui sont uniquement, ce sont uniquement des bois. Du coup, il y a eu 6 hectares 91 d'acquis sur 2022. Et aujourd'hui, il y a 1500 km² d'aires d'alimentation de captage sur lesquelles sont menées des actions complémentaires de restauration du bocage, de suivi de qualité des eaux brutes, d'accompagnement des exploitations et de valorisation économique des produits agricoles. Il y a aussi 4 contrats, je vous le disais tout à l'heure, avec les différents bassins versants. Et là, c'est confié à des associations type agrobio, type chambre, type adage, pour faire de l'animation collective auprès des agriculteurs qui travaillent sur des thématiques particulières et qui accompagnent au changement de pratiques agricoles. Et qui travaillent aussi à l'innovation dans les techniques agronomiques. Il y a aussi de l'accompagnement individuel pour des agriculteurs qui souhaiteraient, je dirais, par la volonté ou la contrainte, souvent la contrainte est malheureusement financière pour des fermes en difficulté, mais pour des fermes qui souhaiteraient changer de système et qui souhaiteraient se faire accompagner sur les financements de mesures agro-environnementales et sur la gestion des différents apports azotés sur les terres. La protection de la ressource, du coup, vous avez ici, je ne vais pas le détailler, hein, mais tout ce qui a été travaillé en désherbage mécanique des parcelles. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'eau potable, la molécule qui pose le plus de problèmes, c'est la molécule qui est appliquée en désherbage en maïs en prélevé, c'est-à-dire sur terre nue avant que le maïs ait commencé à germer. Ça, c'est la molécule qui est la plus difficile à abattre. Cette molécule-là est ce qu'on appelle sa métabolite, c'est donc la façon dont elle se transforme une fois qu'elle est passée à travers le sol et qu'elle arrive dans l'eau. Cette métabolite-là est très très compliquée à gérer. Et donc, on fait un accompagnement avec pression, on va dire, pour qu'il y ait un maximum d'agriculteurs qui passent en désherbage mécanique sur ce premier traitement. Après, ils peuvent faire un décrochage chimique une fois que le maïs il est levé, mais sur la terre nue, en tous les cas, c'est vraiment notre cheval de bataille, on va dire. Et donc du coup, je vous parlais tout à l'heure que la protection de la ressource, ça passe aussi par la protection du bocage et voire la restauration du bocage. En fait, plus on va mettre de haies et de talus et plus l'eau mettra du temps à arriver au ruisseau et plus elle sera filtrée. Vous avez ici la carte de tous les agriculteurs qui sont engagés dans le réseau de Terre de Source. Terre de Source, c'est un réseau qui permet aux agriculteurs de s'engager dans une démarche où ils souhaitent avoir une démarche de progrès en termes de qualité. Et s'ils s'engagent dans cette démarche-là, alors on leur propose d'adhérer à une SIC et de pouvoir vendre sur le marché public. Et la carte suivante, en jaune, vous avez toutes les communes qui aujourd'hui ont adhéré au marché public pour pouvoir acheter des produits de terre de source au plus près de chez elles.
Du coup, voilà, je vais vous passer les détails de la façon dont Terre de Source a été créée, mais il faut savoir que la SIC, elle a été créée cette année et que donc on est vraiment dans le début de la dynamisme du dynamisme de ce projet. Et voilà, à voir comment il évolue, mais aujourd'hui, beaucoup de producteurs et beaucoup de collectivités sont intéressés. Toujours sur la protection de la ressource, vous avez aujourd'hui la qualité des eaux brutes, et ça, ici, on parle du paramètre nitrate. On voit que partout cet indicateur est à la baisse, même si qui dit baisse ne dit pas encore qu'on est arrivé au seuil voulu, mais en tous les cas, la démarche de progression, elle est intéressante. Sur la suivante, on est sur, pour le coup, le paramètre pesticides, avec là encore soit des indicateurs constants, c'est des flèches vertes horizontales, soit à la baisse, il n'y en a malheureusement qu'une, soit à la hausse, et ça c'est déplorable, mais on en trouve encore, et c'est la fameuse molécule dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le S-métolachlore, et qui est la molécule qui est très très embêtante. Il faut savoir que, enfin on le verra tout à l'heure sur la production de l'eau, mais je vous parle aujourd'hui de molécules, là on est vraiment dans la protection, et c'est pas pour autant que ces molécules, on les retrouve évidemment au robinet. Voilà. Le travail de la production derrière, c'est justement d'abattre ces molécules-là pour qu'on ne les retrouve pas dans nos verres. Production, 12 usines, 17 captages, 206 km d'adduction, 72 réservoirs, et 29 millions de mètres cubes prélevés. Et pour ces 29 millions, ça arrive à 28 millions de mètres cubes produits. À savoir qu'il y a donc un rendement de 94% de rendement dans les usines. Dans les gros travaux qui ont été mis en œuvre et qui vont continuer sur les années à venir, il y a la modernisation de l'usine de Refemel avec une vidange du barrage qui va être vraiment le gros morceau de 2023-2024. Plusieurs audits sur des forages, des cahiers des charges qui ont été changés. Il y a, si on parle du secteur qui nous concerne, il y a une poursuite de prise en main des usines. Vous savez que les immobilisations en fait de la communauté de communes ont été transférées récemment à Haut-du-Bassin rennais. Et donc il y a toute une prise en main des différentes usines et une remise à jour. Et donc, entre autres, un cahier des charges sur gare qui est important. Voilà. Sur la production, toujours le gros morceau que vous allez voir sortir de terre, puisque aujourd'hui l'enquête publique vient d'être lancée, c'est le château d'eau, le réservoir qui va être à la Mézière, qui va remplacer celui qui était existant en plus neuf et plus grand. L'année 2022 a été marquée par une hausse des ventes d'eau à l'extérieur, donc on a beaucoup servi de secours en fait aux territoires voisins qui potentiellement manquaient d'eau à un moment, et c'est tout l'objectif de la nouvelle conduite de l'aqueduc Vilaine-Atlantique, et qui servira elle aussi à sécuriser les périodes de grosse sécheresse. En gros, l'idée c'est que nous on aille au secours de la Loire-Atlantique l'été et qu'eux viennent à notre secours l'hiver, ou nous rendent de l'eau l'hiver en tous les cas. Donc voilà, vraiment il y a une solidarité entre les territoires. Quand on regarde les chiffres qui sont sur les projections 2035, ça peut faire peur, on va dire, parce que trouver des millions de mètres cubes supplémentaires, voilà, ça se trouve pas forcément facilement, surtout quand on va sur des années sèches. Donc, y arriver tout à l'heure, mais l'idée c'est quand même d'économiser l'eau, et on va parler tout à l'heure du programme Ecodo.
Je vous parlais des suivis officiels, donc sur les suivis officiels de l'Agence régionale de la santé, donc ça c'est des contrôles inopinés. En fait, l'Agence nationale de la santé vient et fait des prélèvements et analyse. Elle a trouvé 7 non-conformités sur 108 prélèvements, et à savoir que ces 108 prélèvements, c'est 15 000 analyses. Donc un dépassement en S-métolachlore, la molécule dont je parlais tout à l'heure, et autrement c'est des dépassements de référence. En fait, c'est pas des limites absolues, on aimerait bien que ça arrive là, et là on a 3 dépassements de ces références sur plutôt de la composition, donc des dépassements de fer, des dépassements de spot. Mais, voilà. Et sur l'autosurveillance, là pour le coup, c'est 12 non-conformités, mais pour le coup sur 857 prélèvements. Et donc nous, on a trouvé sur notre autosurveillance 3 dépassements des métaux lachlore, à Mézières-sur-Prunon et une à Fins, et une de sélénium à Gare. Voilà, c'est le milieu qui veut ça. Voilà. Que vous dire d'autre que la stratégie capitale sur eau du bassin rennais, c'est la rivière du Meux, sur laquelle on prélève de l'eau pour pouvoir remplir la retenue de la Chaise, parce que c'est la retenue de la Chaise qui permet d'assurer 8 mois de consommation pour la totalité de la demande de eau du bassin rennais. Et donc c'est capital pour nous que en fin d'hiver, début de printemps, cette retenue soit à plein. Et donc ce remplissage, il peut soit se faire par le canut qui est au-dessus et qui peut remplir la Chaise, soit en prélevant dans le Meux, et là pour le coup, il faut remonter les canalisations à l'envers. Et on a une sécurité supplémentaire qui est l'étang de Bougrière, dans lequel l'idée c'est de ne jamais prélever, mais dans lequel on a un prélèvement autorisé par la préfecture, et dans lequel on a été obligé de prélever 900 000 m3 cette année, en 2022, parce que je vous rappelle que l'année a été très très sèche et très très chaude. Voilà. Dans la distribution de l'eau, c'est aussi super important d'avoir des réseaux qui ne fuient pas. Et pour ça, il y a un objectif de renouvellement du réseau qui est de 57 km de réseau linéaire par an. Et il y a, donc je vous parlais tout à l'heure des modes de sécurité, et donc il y a eu une déclinaison de ce schéma de mise en sécurité de territoire par des nouveaux réservoirs et des nouvelles adductions. Voilà, le linéaire de réseau, le taux de rendement, j'en ai parlé, on l'a passé. Du coup, il y a eu un linéaire de canalisation neuf, parce qu'il y a aussi des programmes de construction à Melès, entre autres. Et donc un linéaire de 14 km en 2022. Et en fait, sur toutes ces canalisations neuves, ça représente 96 km depuis 2016 quand même. Ça augmente le parc de linéaire de réseau. Un des rôles de la CEBR, c'est aussi la défense extérieure contre l'incendie. On en reparlera parce que Melès a fait avec CEBR un schéma intercommunal de la commune pour définir la politique d'investissement pour mettre la commune en sécurité, ou tout au moins d'avoir des points de sécurité incendie partout quand on le pourra. Et il y avait quand même une assistance parce que c'est aussi CEBR qui fait les contrôles de tous les poteaux existants aujourd'hui et qui vérifie la validité de ces poteaux, de la mise en sécurité. La distribution de l'eau, 100% de conformité sur les qualités microbiologiques et physico-chimiques. Très peu de réclamations et un taux d'impayé de 1,46%, ce qui est somme toute bien. La consommation
consommation, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu une hausse des consommations par habitant de 1,2%, ce qui représente une hausse de consommation de 2,3% par abonné. Et donc pour les locaux à usage d'habitation, tout à l'heure c'était la consommation globale, y compris les hors locaux d'habitation, et sur les locaux à usage d'habitation, il y a une baisse de 3% de la consommation moyenne, tout abonné confondu. Vous avez affiché la carte des SP, donc les différentes attributions à Veolia, à la SOR et à la SPL en bleu. Et vous avez en dessous la même chose, mais qui concerne les usines et à qui elles sont attribuées. Et l'idée, en fait, c'est qu'on arrive à une carte qui bleuisse de plus en plus. Enfin, l'exercice de solidarité, on avait promis un prix commun pour tous les abonnés du CEBR. Sur la carte au-dessus, vous apercevez que tous les abonnés historiques aujourd'hui sont entrés dans la convergence et donc ont un prix commun. Les lignes que vous voyez au-dessus, c'est les dernières communes qui arrivent et qui forcément ne rentrent pas dans la convergence tout de suite et pour lesquelles il y a aussi un programme de convergence. La carte que vous voyez aujourd'hui est toute orange, ou presque. Il reste les dernières communes arrivées qui sont encore en rouge, mais l'idée vraiment, là pour le coup, c'est d'avoir une carte orange. L'exercice de solidarité, c'est aussi une aide chèque eau et un crédit eau famille nombreuse et les 10 premiers mètres cubes gratuits. Sachant que derrière, la politique de tarification est au plus fort consommateur, plus fort payeur. Donc le prix du mètre cube, il augmente en fonction des mètres cubes consommés. C'est aussi un soutien à des associations, mais aussi un gros partenariat avec Béthuna. Voilà. L'adaptation au changement climatique, et en gros, la CEBR est une grosse consommatrice d'électricité, et l'idée c'est d'essayer de trouver des énergies renouvelables et donc une implantation de panneaux photovoltaïques et l'arrivée en 2022 d'un chargé de mission énergie. Et voilà. Et du coup, l'idée c'est vraiment de recenser toutes les consommations électriques et d'essayer de trouver où on peut faire un maximum d'économies. L'adaptation, c'est toujours, je vous en parlais tout à l'heure, de consommer le moins d'eau possible, et pour ça, 4 ambassadeurs de l'eau, des habitants sensibilisés, et je sors de 2022 pour arriver en 2023 et 2024. Ces ambassadeurs de l'eau vont arriver sur la commune. Il nous reste ça à organiser. Melesse est ciblé pour cette année. Et voilà, des kits écodo distribués et des écoles élémentaires sensibilisées dans le cadre du programme d'animation. Il y a une chaîne Eau et Territoire qui travaille sur les contextes du changement climatique et comment on peut sortir des phytos, comment on peut essayer de travailler à pas sortir des charbons actifs parce qu'on n'en sortira pas, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière, etc. Comment on abat les macro et nanoplastiques. Et voilà. Côté finance, hausse des écritures comptables forcément, un taux de rejet qui est très bas. C'est 15 millions en investissement, 7,5 millions en fonctionnement, donc 4 en compte de tir.
Les recettes, c'est 16 millions en fonctionnement, 3 en investissement et 5 en compte de tiers. Et l'encours de la dette au 31/12/2022, c'est 26 millions. Durée d'extinction de la dette, 3,34 ans. Et la dette, il faut savoir que la dette est couverte à 70% par le SNG 35. Merci. Avez-vous des questions, des compléments que vous souhaitez avoir? Très bien, merci beaucoup. Donc, je note que le conseil municipal de Monesse a donc prend acte de la présentation du RPQS de la collectivité Haute-Basse-Rennais, RPQS 2022 ce soir.